Emmanuel Ton, nous sommes particulièrement heureux de vous recevoir aujourd'hui à Montreuil pour le lancement du média. Nous avions très envie de vous entendre sur le moment politique que nous vivons, sur la situation des médias et aussi sur les moyens de réveiller cette France endormie qui semble pour l'instant subir. Avant l'élection d'Emmanuel Macron, vous aviez dit que c'était le candidat qui n'avait pas de programme. Après l'élection de Macron, vous avez dit qu'il n'avait pas de pouvoir, que le vrai pouvoir, c'était Angela Merkel. Et pourtant, c'est ça qui est extrêmement troublant. On a l'impression qu'il avance et qu'il avance vite. Comment vous expliquez ça ? Je pense que c'est une impression totale. C'est-à-dire que ce qu'il fait, c'est un peu le genre de politique de droite que faisaient les socialistes, tout en se racontant qu'ils étaient socialistes et qu'ils étaient de gauche et qu'ils faisaient les choses donc un peu lentement. Donc il fait un peu plus que les socialistes des politiques de droite. Mais je pense que ça lui est permis parce que la réalité du macronisme, pour moi, il est dans l'électorat. Je ne m'intéresse pas beaucoup aux hommes politiques, je m'intéresse aux électorats. Pour moi, c'est une sorte de coming out de droite d'un électorat socialiste qui voulait encore se raconter qu'il était de gauche. Et donc, il y a une sorte de libération, une sorte de dérive à droite. Et donc, on voit dans les sondages, ça marche pas mal, la fusion des électorats de droite et ex-socialistes qui se sont retrouvés en Macron s'opère bien. Mais pour moi, ça ne veut pas dire qu'il a du pouvoir. Parce qu'avoir du pouvoir économique, ça serait pouvoir prendre des mesures qui lanceraient la France sur une trajectoire positive économiquement. Et flexibiliser un peu plus le marché du travail en faisant socialiste plus ou droite moins, ou plutôt comme la droite, puisque les gens qui s'occupent d'économie sont les gens de la droite chez Macron, ça ne va pas produire d'effets positifs. C'est-à-dire que, on a eu, je crois, hier, les derniers résultats du commerce extérieur, qui sont à 60 milliards de déficit, encore plus catastrophiques que l'année d'avant. Et pour la raison extrêmement simple, c'est qu'un président de la République française, dans le cadre du système euro, n'a pas de pouvoir économique. La théorie politique nous dit que le président de la République française est une sorte de monarque constitutionnel le plus puissant d'Occident. Il a plus de pouvoir que n'importe quel chef de l'exécutif en Occident, que le président américain, que le Premier ministre britannique ou qu'Angela Merkel, par exemple. Et encore, il n'a pas encore utilisé l'article 16. Donc peut-être qu'un jour, on aura un coup d'État avec l'article 16 et que nous verrons la toute-puissance du macronisme. Moi, je ne sais pas. Je fais de la prospective politique de grande ampleur. On ne sait pas ce qui va se passer. Mais en termes économiques, il n'a pas de pouvoir, puisque l'État n'a pas le pouvoir de création monétaire. Donc la gestion est une gestion du déficit, strictement encadrée. Donc on peut agir à la marge sur le marché du travail, on peut faire augmenter les inégalités un peu plus vite, mais on n'obtiendra rien, puisque le gros de la guerre économique est à l'intérieur de la zone euro, puisque la seule solution pour la France serait d'avoir une monnaie autonome et de faire baisser massivement le coût du travail par une dévaluation. Donc il n'obtiendra rien. Et donc c'est pas juste Macron, c'est en fait toute la politique française est devenue une sorte de faire-semblant. Je vois bien que les journalistes font comme s'il y avait une vie politique en France, comme si la France était une nation, comme si la France était une démocratie. Mais il y a une sorte de refus de voir intellectuel, ou peut-être de déficit intellectuel, et peut-être un déficit intellectuel qui atteint Macron lui-même, c'est qu'ils ne veulent pas comprendre, ce que tous les Allemands savent, puisque les Allemands ont de grands théoriciens de la monnaie, comme Knapp, qu'un pays qui n'a plus sa monnaie ne peut pas être une nation ou une démocratie. Donc on fait semblant. Moi, honnêtement, j'ai de plus en plus de mal à m'intéresser à ce qui se passe, parce que on se raconte qu'on est une nation démocratique. On se raconte qu'on a une vie politique qui a un sens. Et les journalistes, ou la plupart des journalistes, et la plupart des hommes politiques ne veulent pas ou ne peuvent pas admettre devant les citoyens que nos élections... je donne tout le temps l'exemple des élections danoises de 1943. Vous savez qu'il y a eu des élections au Danemark en 1943. Donc la Wehrmacht était dans le pays, mais les Danois ont eu le droit de vote. Et d'ailleurs, les sociodémocrates l'ont emporté avec 44% des voix. Mais on a voté, on a eu des gens. Mais évidemment, le gouvernement danois n'avait aucun pouvoir.
Et les gens ne se rendent pas compte que sur un mode soft, apaisé si on peut dire, les élections qu'on a en France actuellement sont des élections où les gens peuvent voter, mais voter, ça n'est pas la démocratie. La démocratie, c'est voter avec un gouvernement qui a la capacité d'agir et qui réagit aux injonctions des citoyens. Donc, en un certain sens, c'est dramatique. L'autre jour, je me suis moqué de Bernard Guetta, mon frère de lait européiste, totalement azimuté. L'autre jour, à Strasbourg, j'ai rendu avec beaucoup de plaisir complètement fou en disant que si la démocratie, c'est avoir pas simplement des dirigeants élus, mais des dirigeants élus qui font ce que le peuple veut, et pas juste être sympa, eh ben, la Russie est un pays plus démocratique que l'Europe. Puisqu'en Europe, on a des tas de peuples qui votent. Vous avez dû rencontrer un grand succès avec cette réflexion. En principe, avec Bernard, ce qui est bien, c'est de... Comme on se connaît depuis tout petit, c'est d'avoir dit « Oh non, c'est pas possible, je suis sans voix ». C'est à Strasbourg, donc la salle était avec lui. Hein. Alors, une vie politique française paralysée peut-être, mais le sens véritable de l'élection de Macron, c'est peut-être tout simplement une classe supérieure française qui domine désormais ouvertement, qui assume cette domination. Et c'est peut-être ça à quoi on assiste. Mais qu'est-ce que vous appelez classe supérieure ? Économiquement. Non, il ne s'agit évidemment pas de parler d'élite au sens intellectuel. Moi, je pense que c'est plus complexe et je pense qu'il y a un vrai débat à avoir au sein des forces contestataires sur l'origine du mal. C'est vrai qu'on est dominé par des interprétations économistes de ce qui se passe. Et ce qu'on va voir dans les statistiques socio-économiques, c'est, dans le cas de la France, et plus récemment qu'on ne pense, une envolée des revenus des 1% supérieurs, une domination du capital sur la presse, etc. Mais pour l'historien, ça ne veut pas dire que c'est parce que c'est ça qui se passe que c'est ça qui explique. Et ce que j'ai essayé de montrer dans mon dernier bouquin, à la suite du sociologue anglais Malcolm Young, qui avait prévu le phénomène dès la fin des années 50, c'est que ce qui a emporté toutes les démocraties occidentales vers l'acceptation de l'inégalité, c'est la nouvelle stratification éducative qui est sortie du développement du supérieur. Si vous avez dans les jeunes générations 40% qui font des études supérieures, vous êtes dans un autre, et puis 40% au niveau d'un secondaire quelconque, et puis 20% calés à un niveau plus bas, c'est un modèle, un type idéal, vous êtes dans une société où l'inégalité éducative est créée. Cette inégalité éducative place les gens dans des situations d'inégalité vis-à-vis des adaptations économiques, mais surtout, ça leur a mis dans la tête, c'est-à-dire le corps enseignant, pas juste le système, leur a mis dans la tête l'idée qu'il y avait un rapport entre leur niveau d'études, le niveau d'études atteint et leur intelligence. Donc ça crée une société qui est, dans l'esprit même des acteurs, y compris des dominés, formidablement inégalitaire. Et c'est sur ce genre de terrain que peut se développer le capitalisme déréglé, la montée des inégalités économiques, qui va se retrouver accepté au niveau électoral. Le face-à-face entre Macron et Marine Le Pen a mis en scène cet affrontement sur la notion d'éducation et de culture. C'est-à-dire d'un côté, il y avait Marine Le Pen qui semblait porter l'infériorité culturelle des ouvriers du Nord. C'est comme s'il avait été habité par la fraction la plus solide de son électorat. Puis de l'autre côté, il y avait... quelqu'un qui passait l'oral de l'ENA. Voilà, c'est ça. Et qui d'ailleurs disait des choses économiques sans vraiment les comprendre. Parce que je veux dire, Macron n'est pas capable de voir que l'appartenance à la zone euro exclut toute action économique efficace. Donc c'est un type qui ne comprend pas la situation dans laquelle il est. C'est un aveuglement idéologique. Mais il pense qu'il est supérieur, il en est sûr. Marine Le Pen était sûre d'être inférieure, mais ce qu'il faut voir, c'est qu'ils ne sont que des représentants, des symboles. C'est que le corps électoral est structuré comme ça. Et je pense que ce qu'on a vécu au moment de... Macron a été très audacieux dans le fait de dire qu'il n'y a plus de différence entre le PS et la droite. C'est un très joli coup. Il a été servi par son appartenance générationnelle. Il ne voyait pas avec les vieilles lunettes. C'était pas... Vous voyez, par exemple, je pensais toujours, il y a un mec qui me fait rire, c'est Laurent Geoffrin, qui a une vraie personnalité de droite et qui se pense de gauche, et dont j'imagine que sa vie, depuis l'âge de 20 ans, ça a été de se réveiller en se disant
qu'est-ce que je vais faire pour avoir l'air de gauche, d'avoir l'air d'être de gauche aujourd'hui? Vous voyez, c'est comme ça que je l'imagine. Je me permets de dire ça amicalement, car nous savons que nous nous détestons. Et là, pour moi, c'est comme si des gens qui étaient définis par une appartenance au milieu supérieur, qui avaient plus à voir avec l'éducation sans doute, ces gens des centres-villes, des mégalopoles qui ont été décrites, ces gens-là faisaient une sorte de, comme je disais, de coming out de droite et cessaient d'avoir besoin de se raconter qu'ils étaient de gauche. Mais alors justement, c'est ça qui est important, c'est pas Macron. Pourquoi cette absence de solidarité entre les classes sociales? Est-ce que c'est la fin finalement de ce que vous avez nommé dans un livre, le catholicisme zombie? Ça fait partie des sujets sur lesquels je travaille. C'est-à-dire que le catholicisme zombie n'était pas du tout dans mon livre assez polémique qui est Charlie, mais je l'avais introduit dans le bouquin que j'avais fait avec Hervé Lebras, Le mystère français, et je l'avais introduit comme une sorte de correctif, une description extrêmement favorable des anciennes zones catholiques. Donc comme j'avais peur qu'on dise que oui, le niveau éducatif est plus élevé dans les zones catholiques anciennes, le taux de chômage est plus bas, ils font une meilleure adaptation à la globalisation parce qu'ils gardent des traces d'intégration collective de type familialo-religieux. Comme j'avais peur qu'on dise ouais, ça y est, maintenant il va cirer les pompes des catholiques. J'ai pris un mot rigolo, catholique zombie. Alors ensuite, c'était pris comme une grave insulte, mais en fait, c'était un terme de reconnaissance affectueux dans mon esprit. Mais là, honnêtement, je suis en train de travailler sur des paramètres démographiques, des attitudes vis-à-vis de la sexualité, toutes sortes de choses culturelles, qui suggère qu'en fait, dans le mystère français, avec Lebras, et peut-être aussi dans cette histoire de manifestation fortement marquée, charliste, par la trace du catholicisme, peut-être qu'on est déjà après ça, et qu'on est un cran plus loin dans le processus de décomposition. Et peut-être que la signification de Macron, la vraie signification de Macron, c'est qu'il est arrivé à ce stade suivant. Mais je suis gêné parce que je n'ai pas encore fini l'analyse, et puis en plus je ne la fais pas tout seul, et je ne peux pas encore citer... Ce serait une explication du vote massif des Bretons en faveur de Macron. Par exemple, oui, puisque quand on regarde la carte, il y a le pilier, il y a les centres-villes, avec les cadres professions intellectuelles, comment dit-on maintenant, cadres supérieurs et professions intellectuelles, ça va, dans mon souvenir, ça va jusqu'au CAPES, comme catégorie. Donc, c'est vos démographes. Voilà, c'est plutôt les catégories de l'INSEE. Et puis, il y a effectivement la Bretagne. Mais la Bretagne, c'est une région, c'est de l'Ouest. Voilà, donc, mais honnêtement, je préfère être honnête. J'ai terminé un autre gros livre qui est sur l'histoire des 5000 dernières années. Et là, je suis en recyclage sur la situation française. Alors, mais je travaille. Autre sujet, Emmanuel Macron a parlé des intellectuels en fin d'année dernière, dans un hebdomadaire, et il vous a cité, vous, Emmanuel Todd, au milieu de Michel Onfray, Alain Finkielkraut et quelques autres. Je ne sais pas si cette compagnie vous est agréable d'ailleurs. Et il a dit la chose suivante: ils ne m'intéressent pas tellement, ils sont dans les vieux schémas, ils regardent avec les yeux d'hier, le monde d'hier. Ce sont des esprits tristes, englués dans l'invective permanente. Bon, pour ce qui est des esprits tristes, là, je pense qu'on ne peut pas lui accorder ça, vous concernant. Si, je suis totalement dépressif. Mon passage à la retraite m'a énormément atteint. Voilà. Non, qu'est-ce que vous inspire cette Alors phrase? D'abord, ça m'a énormément surpris et fait rire, parce que d'habitude, c'est moi qui insulte les présidents, et je n'existe pas pour eux. Et là, il était déjà président ou pas? Oui. Il était déjà président. Et donc, voir un président faire une frappe préventive contre des gens qui qualifient d'intellectuels, ce qui est faux dans tous les cas, pour des raisons très diverses. Qui y avait dans le truc? Michel Onfray, Alain Finkielkraut. Oui, moi, on est dans la catégorie essayiste. Et moi-même, je ne suis pas à proprement parler un intellectuel, je suis un chercheur. Donc, il avait déjà ces catégories fausses au départ. Mais ça m'a beaucoup intéressé en tant que phénomène. C'est-à-dire qu'un président de la République défie finalement les gens de l'esprit, les gens de la pensée, les gens du livre. D'entrée, ça veut dire que le débat ou l'affrontement pour le pouvoir est mis sur le terrain de l'intelligence.
et de l'éducation, etc. Et toute l'idée, toute l'espèce d'aura qui tourne autour de Macron, enveloppe cette notion d'intelligence. L'une des choses qui m'a beaucoup frappé, j'ai vu pas mal de journalistes à cause de mon livre, et, qui n'a aucun rapport avec le sujet, où Macron n'est pas mentionné, ou peut-être dans le post-script, j'en sais rien. Et donc il y a des questions de toute autre chose. Il y avait toujours des questions sur Macron, qui en plus m'avait juste insulté avec les autres. Donc il fallait que je réponde des choses, et donc je redis. Et c'était, comment dire, ce qui était intéressant, c'est quand je parlais à ces journalistes, je leur disais, oh, ben c'est marrant, puis je disais toujours à peu près le même truc. En laissant, je disais, c'est drôle de sa part, parce que moi je trouve qu'il n'est pas bien fut-fut comme mec. Et ça, c'est rien. De toute façon, je veux dire, il a ses titres universitaires, j'ai les miens. En plus, ils ne sont pas comparables, puisque moi, mon titre le plus haut est anglais, donc on est hors catégorie, quoi. Donc on n'est pas. Mais ce qui était vraiment fascinant, c'était la réaction des journalistes. Parce que, bon, quand j'insultais Chirac, nos problèmes. Quand j'insultais Sarkozy, nos problèmes. Quand j'insultais Hollande, nos problèmes. À part Hollande, tous des gens plutôt intelligents. Hein, quand même. Mais pour Macron, c'était comment? Vous n'y pensez pas? Comment pouvez... Et ça ne sortait jamais. Une fois, j'ai réussi à le balancer dans une émission de France 2. Léa Salamé n'a pas réussi à m'arrêter. Donc, j'ai réussi à placer mon message sur Macron. Ben, il n'est pas bien fut-fut. Mais j'ai des arguments. Par exemple, je suis persuadé qu'il ne comprend pas l'économie. Et que c'est lui l'homme du passé. En fait, il dit des trucs. Enfin, moi, j'étais aux premières loges pour voir la révolution néolibérale anglaise. Puisque j'ai fait ma thèse à Cambridge. Que mon fils aîné est resté en Angleterre, que j'ai des petits-fils britanniques, donc je suis. Et en fait, il parle comme les Anglais des années 1980. Vous voyez? Et donc, c'est vraiment bizarre. Donc, il y a cette idée d'un truc qui est construit autour des notions d'intelligence et de jeunesse. Mais on est dans les choses des constructions idéologiques. Maintenant, je suis tout à fait prêt à admettre qu'à titre personnel, je suis gratteux, en fin de parcours, ça ne me pose aucun problème. Alors, pourquoi les Français... Mais comme vous vous faisiez remarquer plutôt sur un mode jovial. Pourquoi les Français semblent aujourd'hui aussi apathiques? Ce président n'a pas été très bien élu. Il doit en grande partie son élection à la présence de l'extrême droite au second tour. Pourquoi est-ce que plus personne ne mobilise? Pourquoi est-ce que les organisations syndicales ont échoué à ce point? Alors, il y a d'abord l'analyse la plus profonde. Il va falloir renvoyer à des analyses en profondeur de style Christopher Lasch sur la diffusion d'une attitude narcissique, mais pas juste dans les catégories supérieures de la société. C'est-à-dire que toute la société évolue. On est dans un stade de l'individualisme tout à fait spécifique où les gens s'intéressent. Quand vous écoutez les gens parler dans les trains, j'ai fait beaucoup de trains pour des trucs, ou dans les bistrots, si vous êtes arrivé trop en avance pour prendre votre train, ce qui m'arrive assez souvent. Donc dans les trains, vous trouvez souvent des groupes de cadres totalement passionnés par ce qu'ils font, par des problèmes internes à l'entreprise dont ils parlent comme si c'était le centre du monde. Et à part ça, vous n'entendez jamais les gens parler politique. Vous entendez très souvent les gens, des groupes de gens, plutôt des femmes d'ailleurs, mais les femmes sont dominantes maintenant dans la société. Quand on s'intéresse à l'éducation, elles font plus d'études. C'est elles les dominants de la société. Pour un type qui fait de la prospective, qui parle psychologie à un très bon niveau, et donc qui parle de rapports individuels, qui manie les notions d'inconscient, qui se lamente, et en fait à tous les niveaux de la structure sociale. Donc c'est ça, donc il y a une sorte d'ancrage du vide politique dans un vide de structuration qui est au niveau de l'ensemble, je dirais, de la population. Et au-dessus de ça, vous avez la nouvelle stratification éducative qui fait que, quand même, je veux dire, c'est le problème fondamental du marxisme, c'est cette idée d'une histoire qui serait vraiment fabriquée par les masses opprimées et simplement par les masses opprimées. Hein. Le prolétaire qui va être tout parce qu'il n'est rien. Non, si on n'est rien, on reste rien. C'est ce que montrent actuellement les ouvriers du Nord, où on commence à voter
pour le Front National, où on cherche moins que rien, c'est-à-dire les Arabes. Mais en fait, non. L'histoire n'est pas non plus dominée par 0,1% de gros capitalistes. L'histoire, elle est dominée par les classes moyennes supérieures, ou la petite bourgeoisie, ou tout ce qu'on veut. Et c'est ce monde-là, qui en plus est défini plus largement et de façon sans doute plus arrogante par des études, pas par un petit capital, mais par des études qui font que les gens sont plus intérieurs, c'est ce monde-là qui vient de s'émanciper par le vote Macron. Et qui est tous qui est dans une sorte de... À mon avis, les gens qui n'étaient pas vraiment de gauche et qui voient, et qui sont lâchés, qui ont échappé à cette espèce de contrainte psychologique, idéologique qui devenait insupportable, ils doivent se sentir bien. Mais en plus, c'est les vrais dominants culturels. Ça représente une masse centrale, c'est les centres-villes, c'est l'Île-de-France. Donc il y a tout un système de domination culturelle, évidemment transitoire, parce qu'on va déchanter, parce qu'ensuite on va être dans l'échec économique, la montée des déficits, la non-résolution du problème du chômage. Mais dans l'instant, il y a une sorte de souffle. Mais c'est... Et puis il y a d'autres facteurs, la population a encore vieilli depuis la dernière fois. Mais je vous dis, je me mets juste à l'analyse maintenant. C'est pour ça que je ne voudrais pas que ce que je dis là soit retenu contre moi. Je vous parle là, on est dans un cadre d'expression média, mais en fait je me comporte comme si j'étais dans un séminaire de recherche, en agitant des idées sans être trop sûr. Emmanuel Todd, dernière question. Nous sommes dans un média qui se lance sur un constat très noir, qui considère qu'il y a le pluralisme dans le paysage actuel n'existe plus. Un jour, vous avez déclaré que le journal Le Monde était un problème démocratique. La presse est un milieu que vous connaissez très bien. Vous êtes vous-même le fils d'un grand journaliste, passé par l'Express, l'Obs. Est-ce que vous attendez, qui s'appelait à l'époque le Nouvel Observateur, est-ce que vous attendez encore quelque chose des médias et qu'est-ce qu'ils pourraient faire, ces médias, pour se racheter à vos yeux? Je vois bien que la situation est très difficile, d'abord pour la presse écrite, il m'est arrivé de comparer la presse écrite, ou les problèmes des journalistes de la presse écrite, aux problèmes des ouvriers des usines de pneus qui espèrent terminer leur carrière avant la fermeture de la boîte, c'est-à-dire qu'ils vivent, donc ça crée un climat de docilité, en fait, appelons les choses. C'est-à-dire qu'il y a un niveau de risque dans la profession de journaliste qui n'existait pas du temps de mon père, puisque moi je suis un enfant de l'Observateur, en fait, à l'origine. Donc il y a ça qui existe. Sur Le Monde, bien qu'ils aient été plutôt sympas lors de la sortie de mon dernier livre, je ne vais pas me renier. Je trouve qu'un truc comme Décodex est un scandale. C'est-à-dire que le fait de s'ériger pour un journal, de s'ériger en juge d'autres moyens d'expression publique, est en soi-même une insulte à la notion de liberté d'expression et de pluralisme. Donc il y a quelque chose de vraiment dangereux. Mais pour des raisons personnelles, le truc qui m'a le plus frappé, et donc je vois bien pour moi-même, je suis assez difficile à saisir en termes de ligne politique personnelle, donc j'ai vraiment mis beaucoup d'énergie à me mettre mal avec tout le monde, mais c'est clair que je ne suis pas dans le camp des puissances établies. Et je vois bien que c'est de plus en plus difficile pour moi de m'exprimer. C'était dramatisé par le bouquin qui est Charlie. Je vois tous les gens qui m'aidaient à m'exprimer expulsés des journaux. Vous voyez, donc, je vois très bien. Donc je m'en sors. Oui, je crois que je m'en sors. Et donc, voilà. Mais en fait, et donc je vois bien le problème général. Mais je pense quand même que peut-être on a échappé au pire, peut-être je vais surprendre, mais pas tellement ici, parce que maintenant le droit d'expression privée est accepté. Et moi, le truc qui m'a frappé, cet an dernier, c'est la fermeture du service public aux dissidents. C'est
Là, vous parlez des radios Je parle de France Culture et de France Inter. Je veux dire, il y a encore une émission à France Culture où je peux m'exprimer, une fois par an peut-être, mais France Culture est devenue dans de larges segments une sorte d'officine néoconservatrice très très curieuse. Et puis là, j'ai fait, à l'occasion de la sortie de mon dernier livre, ce n'est pas du narcissisme. Hein. Vraiment, jamais j'ai été très bien reçu partout. J'étais même surpris, puisque Qui est Charlie avait fait de moi l'ennemi public numéro 1. La sortie du suivant s'est fait très bien, de façon très agréable. Donc mon idée que les Français étaient un peuple peu stable mentalement, pour mon bonheur, a été confirmée. Mais par contre, là, il m'est arrivé un truc qui ne m'est jamais arrivé dans les 10 ou 20 dernières années, c'est que j'ai eu trois émissions annulées à France Inter. C'est la radio d'État. Alors, une, c'est le hasard. 2, c'est encore le hasard. 3, ça n'est plus le hasard. Je ne sais pas d'où ça vient. Je ne sais pas si ça vient... Vous voyez. Et donc, le problème d'un pouvoir d'État qui s'appesantit... Donc, vous voyez, encore une fois, je ne pense pas en termes de capitalisme. Je vois les problèmes qui sont liés au capital dans la presse, etc. Mais des capitalistes, on trouve toujours un capitaliste cinglé qui tombera du bon côté. Un original, qui financera quelque chose de bien. L'État, c'est autre chose. C'est le vrai pouvoir. Et c'est pour ça que les capitalistes veulent tellement contrôler l'État. Et là, et quand j'entends les trucs de Macron sur le contrôle des fake news et que je vois les journalistes discuter de ça comme si ça posait le moindre problème intellectuel, alors qu'il est tout à fait évident que c'est une menace totalitaire ou autoritaire, pour rester raisonnable. Voilà. Mais donc, mes craintes sont plutôt du côté d'un durcissement de l'appareil d'État, en fait. Je vois venir le moment où je ne pourrai plus m'exprimer qu'ici, en fait, rejeté par l'appareil d'État contrôlant l'information, par une presse au service. Voilà. Donc, je suis très content d'être ici. Merci beaucoup, Emmanuel Todd, et à très bientôt sur le Média, où vous aurez toujours votre place. Si Dieu le veut.